Bonjour à tous, on se retrouve dans ce cinquième épisode du podcast Offcast. Encore une fois, c'est un podcast qui vise pas à parler uniquement d'une expertise précise ou à parler, on va dire, du parcours des invités qu'ils ont fait, on va dire, depuis le collège. L'idée, c'est que là, on interviewe des fondateurs d'agences et de SaaS qui sont actuellement en train de construire, actuellement en train de faire exploser leur agence ou le SaaS. Et du coup, quel SaaS? On va parler aujourd'hui de Figure. L'objectif, comme je vous l'ai dit, c'est de parler uniquement de actuellement de ce qu'ils sont en train de construire, de ce qu'ils font et des problématiques actuelles qu'ils peuvent rencontrer en construisant le business. Petit aparté avant de commencer de 10 secondes, c'est un des abonnés du podcast qui nous a mis en relation pour me conseiller d'interviewer François. Donc déjà, merci à vous. Si jamais vous avez des CEO d'agences et de SaaS qui sont pour vous pertinents, n'hésitez pas à me mettre en relation et peut-être qu'on fera un podcast ensemble. Et également, si jamais vous voulez aller plus loin, on va dire, dans la mise en relation, vous pouvez également me recommander pour mon agence Offbound qui fait la prospection externalisée. J'ai un programme de rapporteur d'affaires entre 10 et 20%. Donc première étape, me recommander des invités. Si vous voulez aller plus loin, on va dire, me recommander, on va dire, des clients. C'est, on va dire, ce que je fais, ce que je commence à une communauté plus ou moins active. Pas mal de personnes que je vois à chaque fois dans les mêmes commentaires. Donc déjà, merci à vous du soutien. Aujourd'hui, on va parler du coup de François et surtout de son entreprise Figure, qui est un SaaS dans la finance. Ils ont levé 1 million d'euros déjà en 2021. Ils sont sur le point de lever, je suppose, du coup, encore plus récemment. Ils ont rapidement explosé et avoir beaucoup, on va dire, d'enjeux de positionnement de marketing que je trouve super intéressant. Donc je suis très content d'en parler. François, comment tu vas? Salut Valentin, ça va super et toi? Ah, très très bien. Écoute, en vrai, je suis très très content de te retrouver aujourd'hui. Et à chaque fois, la question un peu typique du podcast, avant que je te pose la question du coup de quitter de ce que tu fais, qu'est-ce que tu as fait la semaine dernière qui était vraiment game changer du coup pour ton entreprise? Waouh, ouais, on en a fait des Ouais, choses. c'est un peu délicat. On se met dans le bain direct. Euh, non, écoute, la semaine dernière, j'ai réonboardé Julie, qui est ma head of growth. Elle était partie en congé maternité depuis mars. Elle a eu son troisième enfant. Ok. Très content pour elle. Julie, évidemment, en tant qu'head of growth, a un rôle très très important. On va en parler. Tu as dit beaucoup de marketing aujourd'hui. Et donc évidemment, elle a un rôle super clé dans la structuration de nos opérations marketing. Du coup, le fait de la réonboarder, ça a été un vrai soulagement pour moi parce que je m'étais, après l'avoir onboardée, elle est arrivée l'année dernière en début d'année 2023. Donc évidemment, on l'a onboardée, on a mis Ok. pas mal de choses en place avec elle, et délégué pas mal de chantiers. Et quand elle est repartie, évidemment, je me suis retrouvé à nouveau en première ligne sur pas mal de sujets. Donc vrai soulagement pour moi de la retrouver, et de relancer pas mal de sujets de fond sur lesquels j'étais impatient. Ok, top. Bah écoute, en vrai, ça tombe bien parce que du coup, effectivement, en général, c'est quand même un podcast plus axé, on va dire, technique marketing, positionnement, même si du coup, on va pas parler que de ça. Du coup, je suppose que là, du coup, ça t'a un peu forcé à faire le recap de ce que t'as fait, ce qui a marché, ce qui a pas marché, surtout de ce que tu vas faire après, en termes de plan growth. Du coup, on va en parler Ouais. juste après. Je te laisse te présenter rapidement, on va dire, sur, quitter surtout sur ce que fait Figure, et après, du coup, on enchaînera sur les questions plus axées, on va dire, growth et croissance. Ouais, ça marche. Donc je suis l'un des deux fondateurs de Figure, qui est une solution SaaS qu'on a lancée il y a 4 ans maintenant avec mon associé Geoffrey. Geoffrey qui est un de mes meilleurs amis d'enfance. Et donc moi je suis plutôt le business guy, Geoffrey plutôt le product guy. On a Ok, lancé Figure il y a 4 ans parce qu'on voulait aider les CEO et les CFO de TPE et de PME, et plus précisément de boîtes de 5 à 200 personnes, à avoir la meilleure vision possible sur leur trésorerie au passé, au présent et au futur. ok. Je Ultra, peux ultra développer un simple. Non, peu mais plus en si vrai, tu veux. très efficace. Non, non, mais justement, c'est ce qui est bien, c'est à chaque fois, du coup, j'ai un peu peur, on va dire, d'aller trop en profondeur, on va dire, dans les features Ouais. produits, ce qui c'est pas forcément l'objectif du podcast. Moi, c'est pas ce que je maîtrise non plus. En soi, effectivement, là, en vrai, je pense qu'en 2 phrases, on le comprend vite. C'est vrai que la première question que j'ai à chaque fois, c'est quand t'as un SaaS qui peut répondre à un besoin, on va dire, tellement large, et je pense que, on va dire, tous les CEO ont ce produit-là. Comment t'arrives à rester focus, à savoir, du coup, quels sont tes cibles prioritaires, quels sont tes marchés prioritaires, sachant qu'en vrai, ça, tu peux presque le vendre plus ou moins à la terre entière, entre guillemets. Ouais, complètement. Sur le papier, tu as totalement raison. La gestion de trésor, c'est un problème pour 100% des entreprises. Et donc, théoriquement, on peut aller sur 100% des entreprises. Maintenant, comment est-ce qu'on a... Alors, je vais peut-être te donner la réponse d'abord de nous, qui est-ce qu'on adresse. Comme je te le disais, on adresse les entreprises de 5 à 200 personnes. Hmm. Ça veut dire ni trop petites, ni trop grosses. Si elles sont trop petites, on considère qu'elles Ok. ont pas suffisamment
un problème qui est pas suffisamment assez fort, ou en tout cas qui peut être solutionné par d'autres outils, des outils tout en un qui vont, tu vois, les aider à gérer leurs factures, etc., qui vont être largement suffisants, qui vont être une première couche de digitalisation de leurs fonctions compta, finance. Nous, on va plutôt arriver en deuxième couche, en Ok, complément spécialisé de ces outils-là, pour avoir une vraie méthodologie, 100% accès, gestion, prévision, trésorerie. Après, pourquoi pas des équipes de plus de 200 personnes? Tout simplement parce que derrière, tu t'adresses pas au même ICP. Nous, bien sûr. notre utilisateur principal dans l'entreprise, c'est soit un CEO sur des entreprises de moins de 50 personnes, soit un CFO sur des entreprises de 50 à 200 personnes. En fait, au-delà de 200 personnes, tu vas t'adresser à des équipes finances qui vont être plus larges, qui vont pas avoir exactement les mêmes besoins. Et donc, c'est pas forcément le même outil. Il y a aussi un gros besoin sur ce segment-là, mais c'est juste pas les mêmes outils, pas les mêmes concurrents. Et comment est-ce qu'on est arrivé en fait à ce positionnement? On a itéré, itéré, itéré. Typiquement, on a essayé de vendre Figure à des freelances. On a vu que ça fonctionnait pas. Enfin, ça fonctionne, on arrive à leur vendre, mais on n'arrive pas à les retenir chez nous. Ils vont résilier assez vite parce que ils vont trouver qu'ils payent un prix trop élevé par rapport à d'autres solutions qui peuvent leur servir des fonctionnalités selon eux équivalentes. Et par contre, on voit que tu vois, sur des entreprises de 5, 10, 50, 100 personnes, là, l'incrément de valeur qu'on crée avec notre proposition de valeur spécifique, il est tellement énorme qu'on n'a pas du tout de mal à faire passer notre pricing qui, pour information, est de l'ordre d'une centaine d'euros par mois. Ok, ok, ouais, c'est vrai que ça marche. Ouais, du coup, c'est plus ou moins 1000 euros par an. Donc, ouais, un Ouais, SaaS qui commence, on va dire, à être high ticket. Parce que, bon, parfois, les SaaS, ça peut être, on va dire, beaucoup plus bas. Donc, ok, au moins, on a l'idée. À chaque fois, du coup, c'est vrai que t'as dit que, du coup, t'avais forcément beaucoup itéré pour, on va dire, à la fin, trouver cette cible. Du coup, je suppose, maintenant que t'as plus ou moins un produit de market fit, enfin, tu sais, on va dire, que ton produit répond au marché. Si forcément, on va ouais, dire, tu changes un peu les features. Et la question, c'était que, moi, par exemple, je m'étais mis, du coup, depuis un an, de bosser uniquement avec des SaaS qui avaient déjà un produit de market fit qui était établi, qui était clair. Parce que, ouais, j'ai fait de la prospection pour des SaaS qui n'avaient pas produit de market fit, c'est un peu l'enfer. On va dire, oui. c'est la bataille, donc il n'y a pas de problème, mais en tout cas. Et le problème, c'est que je savais jamais comment définir si un SaaS a son produit de market fit ou pas. Est-ce que de un, tu penses que toi tu l'as? Et si oui, genre, à partir de quel moment tu peux savoir, ok, là, je sais que je reste focus sur cette cible et ce produit-là et je vais pas changer, ou du moins, je vais pas changer sur les prochaines années. C'est une vraie question. C'est quoi le moment où tu peux dire que oui, tu as trouvé ton product market fit? Et j'imagine qu'il y a beaucoup de littérature là-dessus. Alors, Ouais, j'en ai lu un petit peu, mais malgré tout, je suis pas super au clair, je t'avoue. Moi, je dirais que le product market fit, on considère qu'on l'a depuis qu'on a un mix d'acquisition sur lequel on est clair. C'est-à-dire que je suis capable de très clairement te ok, dire combien me coûte un prospect à chaque étape de mon funnel et in fine combien me coûte un client. Et ça, je vais le découper en différentes sources d'acquisition. On a un mix d'inbound marketing qui nous permet de générer un flux de prospects de manière récurrente. Et derrière, ces prospects-là, on les convertit dans les différentes étapes de notre funnel. Et je dirais que c'est depuis qu'on a cette vision-là, ok, enfin, qu'on a réussi à schématiser cette vision-là, que je pense on peut dire qu'on a trouvé notre product market fit. Et cette vision-là, tu ne peux l'avoir que quand tu as commencé à éprouver ton funnel d'acquisition, c'est-à-dire tester pas mal de choses. Et là, tu commences à avoir à la fois un volume de leads entrants, dans notre cas, qui est suffisamment récurrent chaque semaine, chaque mois, et un taux de conversion à chaque étape de ton funnel qui est relativement robuste entre les différentes périodes. Et à partir de ce moment-là, tu as une machine d'acquisition qui commence à tourner proprement. ok, ouais. C'est vrai que je trouve super intéressant, c'est qu'en général, il y a un peu le mythe de pas mal de SaaS veulent d'abord trouver leur product market fit, un peu en restant, on va dire, dans leur chambre, en comprenant c'est quoi le product market fit, et après, du coup, faire de l'acquisition et se mettre, on va dire, en relation avec les personnes. Je trouve que c'est un peu, genre, une prison dorée, un peu un grand piège. C'est, mais du coup, comme tu as dit, je pense que toi, t'as d'abord mis en place tout ce qui est acquisition, et progressivement, après, du coup, t'as compris quel était ton product market fit. En vrai, je pense que c'est quand même la bonne approche. Par exemple, moi, j'ai déjà eu des clients qui lancent des campagnes, par exemple, du coup, en général, comme c'est du court terme, c'est par exemple soit du SIA, soit de la prospection pure, par exemple en call email ou en call LinkedIn, uniquement pour Ouais, trouver leur product market fit. Il n'y a pas besoin d'avoir un product market fit, je pense, pour lancer l'acquisition. Au contraire, il faut dire parler avec le plus de personnes possible. Toi, c'est du coup en faisant ouais. tout ça que après t'es tombé sur, on va dire, le bon produit. Ouais.
Ouais, complètement. Bah, si je te refais la chronologie, on a lancé Figure en 2020, c'est-à-dire première ligne de code, MVP, comme on dit, du produit en Ok. 2020. À ce moment-là, en fait, on avait besoin de confronter le produit au marché. Parce que, si tu veux, on avait fait des premières interviews, tout le monde te dit oui, la gestion de trésorerie, c'est un sujet, vas-y, tu peux créer un produit. Bon, ok. Mais ça, c'est facile. Et on n'avait même pas Ouais. besoin d'être full-time sur le projet pour valider ce point-là. Par contre, ce pourquoi on avait besoin d'être full-time sur le projet, c'est côté Geoffrey, développer la première version du produit, le MVP. Mais en fait, Ok. Geoffrey, très rapidement, il a besoin de moi pour me dire, dis-moi si ce MVP il convient à nos utilisateurs. Et à ce moment-là, lui, les réponses qu'il attendait, c'était pas que je retourne voir les utilisateurs qui m'avaient dit oui, la gestion de trésorerie, c'est un sujet, c'est toujours un sujet, donc bravo, tu as développé un produit. C'était mets-leur le produit entre les mains. Mais par contre, je veux pas que tu leur offres le produit et qu'ils te disent bah ouais, c'est top, c'est un sujet, tu as développé un produit, ton produit il est bien. Je veux que tu les fasses payer. On a dit, je veux que tu les fasses payer Ouais, parce que s'ils forcément. acceptent pas de payer, en fait, ils n'auront pas un feedback critique. Ils auront un feedback qui sera forcément ouvert, positif, etc. Et donc, en fait, très rapidement, tu vois, c'est en mars-avril 2020, on sort la première version du produit. Et fin avril, on avait déjà 15 clients payants. On Ok. avait déjà 15 clients payants que j'avais été chercher à la force du poignet en outbound de LinkedIn, tout simple. Vraiment, des gens Ok. que j'ai contactés un par un. euh, qui nous ont permis d'itérer. Parce qu'en fait, on leur demandait pas des montants énormes, hein. À l'époque, on faisait payer entre 20 et 50 euros par mois, sans Ok. engagement, etc. Et puis, c'était des gens qui étaient plutôt sympas et ouverts. Mais malgré tout, il y avait cette exigence de celui qui paye, tu vois. L'exigence de celui qui paye qui nous a permis de créer des boucles d'itération sur ces 10-15 premiers utilisateurs, puis 20, puis 30. Et à la fin de l'année 2021, on avait, je sais plus, 2020, pardon, on avait entre 50 et 100 utilisateurs payants. Donc une première petite base qui était finalement tous des power users, mais avec des niveaux d'intensité en termes d'itération, de feedback qui étaient évidemment différents. Ok. Ça me fait penser du coup au premier épisode de Offcast que j'avais fait du coup avec Louis Rapp, le fondateur de Magnetly en l'occurrence. Bon, lui était moins avancé, c'était encore le lancement on va dire de son SaaS, même si ça veut dire très très bien débuté. Et c'est que lui avait fait le parti, on va dire, d'avoir très peu d'utilisateurs, mais du coup pratiquement tous payants, on va dire, qui ont payé Day One. Tu vas avoir chaque fois tes 100 premiers fans, voire tes 100 premiers utilisateurs. C'est vrai que parfois les gens confondent un peu les deux. Et je sais pas forcément à Ouais. partir de quand t'as ton MVP, mais ce qui est sûr c'est que si jamais t'as pas encore de gens qui payent pour ton SaaS, tu l'as pas ton MVP. Parce que parfois, tu peux avoir des SaaS, on va dire, qui ont 10 000 personnes en waitlist, ou alors en liste d'attente, ou Ouais. alors en free trial. Si t'as autant de personnes en free trial mais qui payent pas, dans tous les cas, t'as beau avoir autant de traction possible. Si Ouais. les gens sont pas prêts à mettre la carte bleue, c'est qu'on dire le problème que tu résous est pas assez fort. Toi, du coup, t'as mis moins d'un an, du coup, à avoir les premiers utilisateurs payants, c'est ça? De Ouais, ce que je je te dis, comprends, c'était en on a avril. sorti la première enfin, Geoffrey a commencé à vraiment coder la solution en janvier-février. On a sorti une première version en mars-avril et fin avril, on avait les premiers, les Ah oui, ok. 10-15 premiers clients. Donc ça a été très Ok. rapidement sur les premiers clients. Ouais, c'est ça, parce que du coup, c'est quelques mois, ouais. Ok. Ouais. En revanche, ouais, je reviens sur ce que tu disais qui est super intéressant. Comme j'ai dit très rapidement, on s'est retrouvé avec quasiment une centaine de clients payants. Ce qui a été à la fois évidemment encourageant. On s'est dit, OK, on est sur la bonne voie, on a vraiment un sujet qui touche les gens, on arrive à le vendre facilement alors que le produit est encore assez simple. Euh, c'est pas uniquement positif d'avoir beaucoup d'utilisateurs tout de suite parce qu'il y avait une grosse hétérogénéité dans nos utilisateurs. On avait, tu vois, des scale-up un peu structurés où on s'adressait aux CFO qui avaient des problématiques de gestion de son cash, de reporting investisseur. Et puis, par ailleurs, on avait des freelances qui démarraient leur activité, tu vois, par exemple, je sais pas, des développeurs indépendants, freelance. Ok. Et en fait, ces gens-là, ils voulaient pas la même chose, mais parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes problématiques en matière de gestion financière. Et du coup, pourquoi je te dis ça? Parce que tu t'évoquais un autre fondateur de SaaS qui avait fait le choix, lui, de restreindre le nombre de premiers utilisateurs. Je pense que c'est pas du tout une mauvaise méthode, ouais. Parce que si tu as dès le départ une vision très précise de qui tu dois adresser avec ta proposition de valeur, il vaut peut-être mieux se concentrer sur des boucles d'itération très très intenses avec quelques utilisateurs plutôt que d'avoir des itérations plutôt espacées, en plus avec des utilisateurs qui sont assez hétérogènes les uns des autres.
Après, avec le recul, je suppose que si nous on l'a fait comme ça, c'est parce que, on avait, enfin, on partait du constat, comme tu le disais au départ, que, la gestion de trésorerie, c'est un sujet universel, et que c'était pas évident pour nous si on allait plus facilement créer de la valeur pour des plutôt petits ou des plus gros ou des moyens et c'est ce que ça allait être sectorisé et cetera et donc on avait besoin, de taper un peu dans la foule, pour, voir, qui on allait toucher le plus facilement. Ok. Ouais, c'est vrai que je pense qu'à chaque fois, du coup, je parle à quel point, on va dire, on doit être focus, on va dire, niché dans les services. Enfin, je pense que de toute façon, il y a tellement de plus en plus de services qui se développent qu'on va être de plus en plus niché. Et c'est vrai que c'est un grand, on va dire, je pense, la grande particularité entre agence et SaaS. C'est vrai que bon, je fais beaucoup le parallèle avec ce podcast, du coup, j'interviewe les deux, dans le sens, même si en agence, du coup, je suis partisan d'être niché avec un service, une cible, en SaaS, comme du coup, par défaut, toi, tu peux être dans toutes les langues, dans tous les pays, je sais pas si c'est encore le cas, mais du coup, tu peux l'être en tout cas. C'est vrai qu'il te faut un Ouais. niveau, on va dire, de précision dans ta cible et dans ton pain point qui est ultra, ultra large. Moi, tu vois, comme je suis encore en France, je fais du cold email, bon, c'est uniquement les agences et SaaS en France. Du coup, en fait, ça serait un peu me desservir que d'avoir une cible ultra, ultra précise, parce que du coup, je me refuserais beaucoup, beaucoup de clients, alors que toi, en l'occurrence, c'est pas le cas. On va dire, comment du coup, là, du coup, de tes premiers utilisateurs, enfin tes premiers, on va dire, 100 utilisateurs, là, du coup, aujourd'hui, tu as peut-être, je pense, plus de 1000 utilisateurs qui utilisent. Comment tu as Ouais. réussi à savoir, on va dire, identifier, ok, c'est telle persona que je veux cibler et pas les autres? En fait, tu le sens, on itère beaucoup avec nos utilisateurs et tu le sens, ceux pour lesquels tu crées vraiment de la valeur et ceux qui utilisent plutôt ton produit comme un nice to have, mais optionnel dans leur stack de SaaS ou d'outils de gestion. Et je te dis, nous rapidement on a convergé, disant s'ils sont trop petits, on leur crée pas assez de valeur ou en tout cas ils n'ont pas cette propension à payer qui est suffisamment forte. S'ils sont trop gros, pareil, ils vont avoir des problématiques trop complexes qui vont nous faire dériver vers un produit différent. On va délaisser le côté hyper simple, hyper intuitif, presque. Nous on voit notre mission comme de la vulgarisation de la gestion de trésor, de la gestion financière. Si on va sur un outil trop complexe pour des trop grosses boîtes, on va perdre ce côté-là. Donc on peut pas, entre guillemets, chasser tous les lièvres à la fois. Ça, je pense que c'était super important pour nous euh, de rester sur une cible plus restreinte, mais pour laquelle on est hyper cohérent dans la livraison de notre proposition de valeur. Et après, au-delà de ce critère de boîte de cinq à 200 personnes, il y a évidemment des secteurs qui vont être plus représentés dans notre base de clients. Alors, il y a évidemment tous les business un peu bah, comme le tien ou le mien qu'on va appeler de services B2B, donc Ok. des gens qui vont avoir une appétence un peu plus forte pour les outils digitaux, en général une appétence plus forte aussi pour les outils de gestion, enfin les problématiques de gestion, d'analytique au sens large. Et donc comme tu vois, nous on a une stratégie d'acquisition qui est pure inbound. Bah forcément, on va les attirer plus facilement, ces gens-là. Après, on va aussi attirer des secteurs dans lesquels tu as des problématiques de trésorerie qui intrinsèquement sont plus fortes. Structurellement, tu as des secteurs qui vont porter ce qu'on appelle un besoin en fonds de roulement, un BFR, positif ou des variations de ton BFR très fortes entre certaines périodes. Par exemple, tout le monde des retailers, Ouais. donc les gens qui ont des boutiques ou les restaurateurs, etc., vont avoir des problématiques de gestion de leurs factures fournisseurs très importantes qui vont induire des swings de trésorerie très élevés. C'est-à-dire que quand je dois payer plusieurs factures fournisseurs avec des montants élevés, il faut que je m'assure d'avoir la trésorerie nécessaire. Et si je peux pas le faire, bah, potentiellement, je peux plus commander de stock de marchandises et je peux plus développer mon activité. Et donc, c'est des situations très concrètes sur des business très précis que tu vas pouvoir retrouver de manière récurrente. Et en fait, un enjeu pour nous, c'est de se dire, OK, il y a un marché rien qu'en France de 4 ou 5 millions de boîtes. Comment j'arrive à le segmenter? Bah déjà, si je prends uniquement les boîtes de 5 À à ce 200 point-là? personnes, ouais. Si je Ok. prends que, bah attends, parce que si je Ok. prends que les boîtes de 5 à 200 personnes, je me retrouve plus avec 4-5 millions de boîtes, je me retrouve avec 400, 500 000 boîtes. Donc nous, déjà, notre vrai marché adressable, c'est Ok. ça. Et ensuite, sur ces 400, 500 000 Ok. boîtes, on va se dire quels sont les secteurs d'activité sur lesquels nous, Figure, on va être les plus pertinents. Et donc là, ça va être, bah, je te disais, hein, les services B2B,
les retailers, tous les business industriels aussi, où tu vas avoir des grosses problématiques de BFR. Et voilà, tu en as quelques-uns comme ça qu'on va réussir à dégager et qui, derrière, peuvent être des axes pour nous d'un point de vue développement marketing. Comment j'arrive, par exemple, à créer du contenu pertinent pour la gestion financière dans les restaurants ou dans les business de retail, etc., etc. Ok, ok, je vois, super intéressant. Ça, du coup, là, j'aimerais du coup plus parler, on va dire, de growth et du coup de marketing d'acquisition pure. Je précisais que je voulais vraiment, du coup, parler, on va dire, de cette partie positionnement, cible et secteur, parce qu'en fait, c'est essentiel avant de faire du marketing. Là, du coup, bon, ça s'est vu dans le podcast, du coup, j'ai voulu le mettre avant, mais je suppose que quand tu fais ta stratégie, tu te poses d'abord les questions de qui sont mes cibles et surtout quels sont mes secteurs également. Parce que c'est vrai qu'en général, parfois, genre, je bosse avec pas mal de SaaS qui me disent, ok, moi, je connais ma cible, c'est les CFO. Mais en fait, ça, pour le coup, c'est pas une cible parce que t'as beaucoup trop de CFO. Et si tu dis hello, j'ai vu Mm. que t'étais CFO, voici ce que je fais pour les CFO, c'est beaucoup trop large. Donc, en général, c'est vrai que Ouais. avoir deux, trois cibles, donc tu vois, tu l'as dit, du coup, CEO, si c'est moins de 50 employés, et après, du coup, tu passes sur un CFO, ou peut-être des DAF, par exemple, à la limite, par exemple. Et ensuite, c'est vrai que du coup, tu fais, ok, on fait dans tel secteur, et du coup, tu as des cas précis par secteur. Là, on va dire, tu peux Ouais. commencer à faire vraiment de l'acquisition et du growth. Et du coup, avant, tu nous dises un petit peu, du coup, comment, de un, t'as réparti, on va dire, pas mal de budget, parce que, du coup, comme t'as levé des fonds, on va en parler également. Parce que ce qui m'intéresse beaucoup, c'est comment tu répartis les canaux d'acquisition de manière ultra héroïste quand t'as autant de fonds d'un coup à dépenser, parce que, enfin, ton cash, il est fait pour être brûlé en acquisition en partie, on va dire, en tout cas. Mhm. Et juste avant Ouais. ça, c'est vrai que je voulais en parler, parce que du coup, t'as précisé que tu faisais pas enfin tu faisais que de l'inbound. Du coup, inbound, c'est du coup de la prospection indirecte, c'est les personnes qui viennent à toi, c'est pas forcément toi qui fais de la prospection. Alors, Mhm. dis-moi si je me trompe, en fait, en général, à chaque fois, c'est jamais rentable de faire de la prospection, on va dire, directe. Donc, par exemple, cold LinkedIn, cold call ou cold email, je mets les trois dedans. Quand c'est des paniers moyens, on va dire, qui nécessitent pas d'avoir un rendez-vous. Donc, je pense que toi, c'est pas forcément ton cas. Et moi, c'est à chaque fois la question, quand ça se me demande, est-ce que c'est pertinent de faire du cold email ou alors faire du cold LinkedIn, etc. Dès que tu as dans ton processus de vente, je pense, un rendez-vous, ne serait-ce qu'une démo, ça veut dire que du coup, tu as un panier moyen qui est quand même de quelques milliers d'euros par an. Et du coup, c'est pertinent pour toi de faire, on va dire, de la prospection, parce que tu peux payer un lead 100 euros, 200, 300, 400 euros, et ça peut rester rentable. Toi, en l'occurrence, quand Ouais. tu fais plus de la masse, ça m'étonne pas que tu fasses pas de prospection, parce que c'est vrai qu'effectivement, avec un produit à 1000 euros sans démo, tu vois, par exemple, le cold email, je pense que ça marcherait pas dans tous les cas pour toi, par exemple. Alors, ouais, enfin, c'est une, en tout cas, tu as raison, c'est une question d'équation économique. Nous, on est prêt à payer nos leads, quel que soit le canal, un certain prix. Et ce prix, évidemment, il va varier en fonction du niveau. Enfin, il y a deux manières de le regarder, soit le niveau de qualité du lead, soit le niveau d'avancement dans notre funnel, qui à la fin, Hmm. ça revient au même, hein. Plus il avance, plus il est de qualité. Euh, sur du cold email LinkedIn, ça peut fonctionner ponctuellement. On le fait Ok. de temps en temps, mais sur des campagnes spécifiques. Parce que pour que ça fonctionne, comme tu le dis, il faut avoir une approche qui est spécifique et pas dire écoute, j'ai vu que tu étais CFO et j'ai un produit pour les CFO. Faut dire, faut avoir un copywriting, et tu le sais bien mieux que moi, j'imagine, qui est bien plus aiguisé que ça et qui du coup va se baser sur des problématiques spécifiques qu'on a constatées. Et donc, va falloir, j'en sais rien, par exemple, segmenter le truc, aller contacter des CFO de chaînes de restauration parce que tu as constaté qu'ils avaient telle problématique et que avec Figure, tu es capable de résoudre telle problématique de la bonne manière. Et donc derrière, si tu es bon dans ton copywriting, là, tu vas pouvoir mener des campagnes ciblées et ça va fonctionner. Et ça, on le fait de temps en temps. Mais Ok. du coup, enfin, tu as totalement raison, ça change notre funnel de vente habituel. Nous, notre funnel de vente habituel, c'est on fait du marketing, on en parlera après de qu'est-ce qu'on fait. Le lead visite notre site internet et une fois qu'il visite notre site internet, il s'inscrit à un essai gratuit. C'est-à-dire au moment où il rentre dans notre Ok. produit, aucun humain chez Figure ne lui a jamais parlé. C'est seulement après son inscription qu'on va prendre contact avec lui. Ok. Dans le cas où on fait de l'outbound, ça arrive très très ponctuellement. Effectivement, on book des rendez-vous euh, de démo. Et ensuite, seulement si la démo est pertinente, là, on envoie la personne dans notre funnel classique. Donc ça veut dire qu'on rajoute une étape en amont de notre funnel, mais là où c'est assez pertinent, c'est que pour le coup, les gens qui ont fait une démo et qui ensuite rentrent dans notre funnel, bah, ils convertissent 5 fois plus que Forcément. le lead moyen, puisqu'ils ont déjà vu le produit, ils ont déjà eu un échange avec un humain, donc s'ils s'inscrivent, c'est qu'en général, ils veulent aller au bout.
Ok, ouais, ça. Super intéressant pour le coup, t'as plus ou moins fait une masterclass de ce qu'il fallait, enfin, je pense, en cold email, on va dire, de ce qu'il faut faire et pas faire, on va dire, quand t'es un SaaS. C'est vrai qu'effectivement, là où je pense, ce qui est essentiel, c'est que, du coup, t'as fait du cold email, effectivement, je connais pas, on va dire, le prix de ton lead, mais c'est vrai que si c'est pertinent, tu peux le faire. Mais du coup, t'as volontairement ajouté une étape de qualification en rendez-vous, parce que c'est vrai que c'est ce qui marche bien en cold email. C'est vrai que ce que je vois, par exemple, c'est que t'aurais pu dire, ok, bon, bah, le cold email, ça marche bien, je vais faire pareil. Mon funnel, je vais exactement garder le même, et ce que je veux, c'est avoir si, on va dire, mon funnel, c'est la personne commence par le site internet, et du coup, après, est convertie dans l'entonnoir. Du coup, je vais faire des campagnes et je vais mettre, on va dire, en signature ou alors en appel à l'action, l'email. Ce qui marche vraiment pas, et c'est vraiment le coup à, on va dire, ruiner, alors de un, vos noms de domaine, etc., mais surtout votre réputation. C'est vrai que beaucoup passent par, tu vois, par exemple, même des brevos et des trucs qui sont pas faits pour le cold email. Faire, on va Ouais, dire, du cold email avec un appel à l'action en mode hello, voici le site, ou à des trucs automatiques. Ça, ouais. ça s'appelle du mass mailing et c'est limite illégal parce qu'en fait, tu peux faire du mass mailing sur des leads que tu as obtenus. Par exemple, tu fais comme tu as dit, tu fais des campagnes SEO, SIA, tu fais des leads magnets. Tu peux après retargeter ces personnes avec des emails. Mais tu peux pas, on va dire, contacter des personnes à froid que tu as sélectionné, on va dire, avec une base de prospects que tu as créée et leur envoyer des emails spam en mode voici le lien du logiciel, est-ce que tu peux tester? C'est vrai que ça marche pas en l'occurrence, du coup, ultra intéressant pour toi. À chaque fois, ce qui marche bien, c'est uniquement les démos. Donc ouais, c'est un peu plus long, mais du coup, je pense que les personnes sont beaucoup plus qualifiées. En fait, Donc ouais, enfin, je pense que dans toute action marketing, il faut ne jamais oublier la base, c'est-à-dire se mettre à la place du lead. oui, Le lead qui reçoit un email, il a pas demandé à recevoir cet email, et donc c'est normal qu'il faille aller le chercher et qu'il faille faire cet extra mile de ton côté, en l'occurrence la démo, le rendez-vous pour lui expliquer et l'intéresser au sujet. Mais espérer attendre de lui que, oui, il aille sur ton site internet, qu'il s'inscrive et qu'il fasse le truc en autonomie. D'ailleurs, si il était intéressé par ce sujet-là avant de te parler, il n'aurait pas attendu l'email pour le faire. Il serait venu chez toi en inbound. Et donc, c'est ça qui est intéressant, je pense, quand tu travailles sur différents canaux marketing, c'est que tu vas capter ton lead à différents moment de ce qu'on appelle le customer ou le lead journée. Et en fonction de ça, il faut adapter non seulement le canal, mais aussi le message, la manière de s'adresser à lui et le CTA, comme tu disais, que tu vas lui proposer. ouais, totalement. Donc ouais, juste petite aparté, mais c'est vrai que si jamais vous considérez faire de la prospection en masse ou pas pour, on va dire, augmenter votre trafic, c'est vraiment pas une bonne méthode. Enfin, s'il vous plaît, genre, ne le faites pas. C'est parce que même pour, on va dire, même si vous avez le 30% de clics, par exemple, ce qui peut être pas mal, bah toutes les personnes que vous allez perdre, ne serait-ce qu'en réputation, qui vont d'abord être saoulées, que vous leur envoyez un mail ultra template, et du coup peut-être qu'ils auront des besoins dans 6 mois, mais du coup qui sauront que bah telle entreprise, faut pas la passer parce qu'ils font du mail spam. Voilà, petit aparté, mais du coup ne le faites pas. Alors du coup, tu as parlé surtout du coup de l'entonnoir qui m'avait l'air du coup très très défini sur tes prospects, on va dire, et même du coup d'un point de vue financier, tu vois à chaque fois combien te coûte un prospect exactement. Tu peux nous en parler un peu plus, me dire je sais pas jusqu'à où tu peux aller dans les précisions de ça, mais je suis très très Ouais, curieux complètement. de voir ça. En fait, la logique, c'est quoi? C'est de dire, nous, on visualise nos leads effectivement au sein d'un entonnoir où on va distinguer, comme beaucoup de boîtes, hein, je pense, le bas, le milieu et le haut de funnel. En priorité, quand tu te lances, enfin, en tout cas, nous, c'est ce qu'on a fait quand on s'est lancé. On s'est dit, bah, on va pas chercher à faire compliqué quand on peut faire simple. On va aller chercher les leads bas de funnel s'il y en a. Concrètement, je te donne un exemple. On va aller chercher par tous les moyens les gens qui vont taper logiciel de trésorerie sur Google et par tous les moyens, et il y en a plusieurs, on va essayer de se positionner sur cette requête-là. Parce qu'a priori, celui qui tape logiciel de trésorerie sur Google, il a l'intention de s'équiper à court terme d'un logiciel de trésorerie. Heu et malheureusement, des gens qui tapent logiciel de trésorerie sur Google, il y en a pas 15 millions tous les mois, en tout cas pas en France. Donc, une fois que tu as saturé, ce truc-là, c'est-à-dire que tu t'es positionné sur les différents Mhm. canaux, hein, donc, enfin, pour pas faire de mystère, on parle de SIA et SEO, ce qui est Yes. assez logique. Les 2 types de résultats de recherche sur Google. Bah, tu vas réfléchir à d'autres moyens de te rendre visible auprès, de ton audience. Ces autres moyens, c'est quoi? C'est soit d'aller chercher tes leads, plus haut dans le funnel, mais sur les mêmes canaux,
c'est-à-dire de se positionner sur des requêtes moins intentionnistes. Par exemple, j'en sais rien, comment construire, un plan de trésorerie ou même comment construire un plan de OK. trésorerie sur Excel. Ça veut dire j'ai l'intention de, faire une action, qui est faisable à travers mon logiciel, mais j'ai pas forcément l'intention de le faire via un logiciel de trésorerie. Et donc là, ça va plus être, une stratégie, de blog, c'est-à-dire tu vas faire, du contenu, des articles de blog, produire du contenu de qualité, leur proposer des ressources, tu vois? Nous, on leur propose des ressources, Excel qui permettent de construire un plan de trésorerie sur Excel et ça nous permet de faire rentrer, les gens dans notre funnel. Ils OK. vont aller sur notre blog, donc derrière, ils vont être retargetés, sur, d'autres réseaux, typiquement sur Meta, Facebook, Instagram et donc on sait qu'ils sont intéressés par le fait de construire un plan de trésorerie et nous, un jour plus tard, une semaine plus tard, on va leur dire: «Bah, voilà, Figure, c'est un logiciel sur lequel tu peux construire un plan de trésorerie. Tu peux essayer gratuitement et nous, on va t'aider à le faire». Donc 1er point, retargeting. 2e point, s'il télécharge une ressource, là, il entre une information de contact et à ce moment-là, il entre dans le CRM. Donc derrière, tu peux OK. l'embarquer dans une boucle qu'on appelle de nurturing, c'est-à-dire lui envoyer des emails, des conseils sur voilà comment tu vas pouvoir créer ton plan de trésorerie, à la fois sur Excel, mais aussi sache que, si tu veux le faire de manière plus, optimale, tu peux aussi le faire sur un outil, comme Figure. Donc c'est essayer de OK. trouver encore une fois, le bon copywriting à chaque étape pour, ne pas être trop lourd, ne pas dire: «Bon, je t'ai piégé en fait, je voulais pas juste apporter de la valeur, sur, comment construire un plan de Ouais, je trésorerie, je vois. voulais juste te vendre mon logiciel». Donc apporter de la valeur, et si tu arrives à apporter de la valeur sur tes contenus, bah, en fait, tu construis de la confiance entre, ton lead et ta marque et au bout d'un moment, il va se dire: «Bah, en fait, ces mecs-là, ils m'apportent de la valeur, sur leur contenu marketing, donc il y a de bonnes chances que leurs produits m'apportent aussi de la valeur. Je vais peut-être, leur laisser une chance et y aller». Mais tu vois, c'est un bon exemple où tu vas chercher ton lead plutôt en milieu de funnel dans mon exemple. Parfois, tu vas le chercher un cran plus haut et en fait, au fur et à mesure, tu vas le faire redescendre. Soit par, tu vas le faire redescendre en créant un maximum de points de contact sur différents Mmh. canaux avec ta marque. Donc ça va être du blog, du retargeting sur d'autres réseaux, des emails marketing, pourquoi pas, ça peut être aussi, un appel, d'un customer success, qui t'appelle à un OK. moment, de ta vie. En tout cas, tout ça pour, au fur et à mesure, te faire descendre, en cohérence avec, là où tu en es dans tes besoins. Ça. Et ça, du coup, à ce propos, jusqu'à où tu peux aller, on va dire, en termes de haut du funnel? Alors, du coup, je me doute qu'on va dire tout dépend, on va dire, du budget que tu es prêt à mettre, mais dans le sens, Ouais, et genre, là, récemment, j'avais vu Wallaxy, du coup, qui font la prospection LinkedIn, et j'ai vu qu'ils avaient genre des requêtes en SIA qui étaient genre comment créer son profil LinkedIn et qui sont quand même en vrai très très éloignés de ce qu'ils font, parce que du coup, je suppose ouais, que ils ont ratissé tellement large que là, ils doivent aller chercher des requêtes ultra larges en mode de créer un ouais. profil LinkedIn, etc. Comment tu arrives à définir, ok, jusqu'à, enfin, par exemple, c'est quoi ton plus haut top of funnel? Comment tu dis ok, ça c'est une requête qui est quand même très très large de ce qu'on fait initialement, mais je pense que c'est quand même ce qui peut nous apporter du trafic in fine. Hem Je pense que le plus haut de funnel que nous, on peut aller chercher, c'est, tant que la personne, elle est, ICP. Si elle est dans ton Ok, ICP, c'est-à-dire si c'est un CEO ou un CFO d'une boîte de 5 à 200 personnes, tu as envie de l'avoir, dans ton funnel à un moment ou à un autre. Parce que encore alors c'est peut-être pas spécifique à tout le monde, hein, mais encore une fois, nous, on est convaincus que, on est capable, avec une solution comme Figure, de convaincre n'importe quel CEO ou CFO de n'importe quelle boîte de 5 à 200 personnes. Donc en fait, on peut aller créer des contenus, sur l'entrepreneuriat au sens large ou sur la gestion financière au sens large qui vont intéresser des CEO, des CFO. Tu vois, on a typiquement pour les CFO ou les CEO qui s'intéressent au sujet, énormément de contenu sur, la gestion comptable, les états financiers, comment lire tes états financiers, un bilan comptable et cetera. C'est pas vraiment notre sujet, hein, pour de vrai. C'est notre sujet, c'est, la ouais, gestion de trésorerie et le pilotage financier à travers la gestion de trésorerie. Mais voilà, la lecture d'un bilan comptable, c'est des questions que peuvent se poser, des CEO ou des CFO et à vrai dire, s'ils se posent des questions sur leur, bilan comptable, bah, ça veut dire qu'ils sont quand même un minimum intéressés par les sujets, financiers. S'ils sont intéressés par les sujets financiers, on sait que la gestion de trésor, à un moment, ça va leur parler et qu'on a de bonnes chances de les faire descendre, dans notre funnel. Donc je pense qu'encore une fois, il faut vraiment,
repartir de la base, se dire, qui est-ce que j'adresse? Comment je leur apporte de la valeur? Et comment je peux faire le lien entre, cette valeur initiale que je crée sur une thématique qui est pas forcément la mienne directement, mais comment je peux faire le lien pour, les faire redescendre? Je pense que l'exemple que tu donnes sur Wallaxy est très bon. Alors je connais moins, ce marché-là évidemment, mais j'imagine que s'ils le font, c'est parce qu'ils ont identifié des manières de faire le pont entre, le profil LinkedIn et leur, outil de sales automation. Ouais, c'est vrai que c'est vrai que, pour être honnête, j'avais jamais entendu l'idée de, en fait, tant qu'une personne fait partie de mon ICP, en fait, elle est pertinente. C'est vrai qu'en fait, ça répond à la question, on va dire, ultra simplement, même si des enjeux, on va dire, très très éloignés. C'est que si tu sais que ta solution est vraiment pertinente pour, du coup, en l'occurrence, n'importe quel CFO, par exemple, d'une boîte, en dessous de 200 employés, en fait, dans tous les cas, peu importe l'axe que tu abordes, tu peux finir si du coup t'es bon en conversion et tu sais exactement, on va dire, où appuyer, comment l'avoir. Tu vois, par exemple, même si tu pourrais faire du contenu, je sais pas, même sur le recrutement en soi, bah, si jamais c'est un CEO d'une boîte qui recrute, qui commence à avoir des équipes, donc un CFO, et bah, tu vois, par exemple, j'y pense comme ça, mais d'ailleurs, une campagne qui pourrait être intéressante, c'est tu DM tous les CEO qui recrutent un CFO, par exemple. Tu prends toutes les personnes qui n'ont pas Ouais. encore de CFO, mais qui sont en train de le recruter. C'est ça que ce soit des campagnes, même du coup, intentionnelles, comment recruter un CFO, ou même du coup, en l'occurrence, peut-être en cold email, tu vois, par exemple, ça se fait et ça pourrait bien marcher. Donc ouais, en fait, t'as tellement de sujets qui juste à chaque fois ramènent à ta cible principale. Ok, en vrai, c'est super intéressant. Ouais, Et, complètement. et du coup, sur ton plan de growth, on dirait, en étant ultra détaillé, enfin, sur quel canal tu utilises, quel plan. Par exemple, là, du coup, je suppose que tu as fait un petit recap growth, du coup, avec c'est celle qui vont Mmh. dire qui a pris ses fonctions. C'est quoi Ouais. concrètement les canaux là que tu sais déjà, que tu aimerais implémenter, et un peu, on va dire, leur répartition dans tout ça. Nous, les canaux qui marchent bien dans l'ordre à peu près, c'est SIA, SEO. Alors, je te Ok, parle qui marche bien si on considère, parce que tu vois, il y a mille manières d'attribuer les leads, hein, surtout que je te parlais de plusieurs points de contact. Donc, nous, c'est pas rare qu'un lead il aille taper logiciel de trésorerie, il consulte quelques sites, ensuite il est retargeté, et ensuite il revient et il tape figure sur Google, et à ce moment-là seulement il s'inscrit. Donc nous, en fait, dans notre modèle d'attribution, on va regarder principalement ce qu'on appelle le first touch et le last touch, c'est-à-dire comment il ok, t'a connu pour la première fois et quel a été le dernier canal avant qu'il convertisse en lead, en l'occurrence chez nous sur un essai gratuit. Et si on regarde sur le last touch, qui est le principal, la méthode principale d'attribution qu'on regarde, c'est SIA, SEO, de loin ok, les premiers canaux. Avec, bah, tu vois, ce truc classique de dire, bah, le SIA, tu le mets en place au début, mais au bout d'un moment, ta courbe de progression, elle devient un peu concave. Donc, il faut aller ouais, chercher du SEO pour aller chercher ce côté explosif, notamment dans ta capacité à aller chercher des requêtes un peu plus haut de funnel, mais à créer cette cohérence qu'on évoquait juste avant. Et ensuite, tu vas avoir chez nous ce qu'on appelle le paid social. Donc ça va être ok, Facebook, enfin Meta Ads, LinkedIn Ads, etc. Tous les réseaux qui font de l'ADS, qui fonctionnent assez bien quand tu as la bonne approche créa. Et qui ok, peuvent aussi fonctionner assez mal quand tu as la mauvaise approche créa, oui, hein. Si tu te trompes sur ton messaging, encore une fois, tu peux avoir des très mauvais leads sans comprendre pourquoi du jour au lendemain. Donc, enfin, toujours cette logique, hein, mets-toi à la place du gars qui scrolle son feed, qui voit une pub, est-ce qu'il va comprendre ou est-ce qu'il va pas comprendre, et est-ce que la proposition de valeur va être claire. Et après, on a pas mal de partenariats avec, en fait, on n'est pas trop rentré dans le détail du produit, mais c'est un outil qui va, par nature, s'intégrer avec beaucoup d'autres solutions fintech, ok, des Conto, des Pennylane, Axonote, Evolise, Libéo, etc. Enfin, il y en a des dizaines et des dizaines. Et en fait, on va être très visible auprès des bases clients de nos partenaires parce qu'on leur fournit un ok. complément de proposition de valeur. Et ça, pareil, c'est un canal inbound, alors un peu plus spécifique à notre business, mais qui est quand même super intéressant parce qu'il nous envoie pour le coup des leads très très intentionnistes. Ok, ouais, super intéressant. C'est vrai que je reviens du coup sur le fait que du coup, beaucoup de tes leads viennent du SEO et du SEA. C'est vrai que tu as raison de préciser, on va dire, en last touch, parce qu'en fait, à chaque fois, c'est un problème, on va dire, d'attribution. Comment tu sais, on va Mm. dire, d'où viennent tes prospects. Parce que j'entendais récemment, il y avait Guillaume Houbèche qui parlait du coup d'un truc qui lui est arrivé sur l'Emlist. On lui a fait un rapport, on va dire, sur comment les leads de l'Emlist venaient du coup à s'inscrire et à payer. En fait, la réponse à la fin, c'était 90% des personnes venaient du SEO. Et du coup, bon, forcément, en fait, quand tu creuses, Ok. c'est juste que ils avaient inclus le SEO dans toutes les personnes qui tapaient l'Emlist, par exemple.
Et en l'occurrence, quand tu Oui, tapes Lemlist, ça s'appelle pas du SEO, c'est du coup de la brand. C'est par exemple tu vois, ce qu'ils font ouais, sur LinkedIn, sur YouTube, sur du contenu. Et c'est que du coup, à chaque fois, c'est compliqué de savoir, bah, tu vois, de différencier le first touch. Ils nous ont peut-être connus sur LinkedIn, sur YouTube, ou je sais pas, avec des partenaires par exemple. In fine, ils passent par le SEO. Mais c'est vrai que ça, c'est ouais. super compliqué à faire. T'as essayé quand même d'avoir des modèles d'attribution ultra spécifiques, ou en soit t'acceptes, on va dire qu'il y a pas mal de choses que tu peux pas forcément traquer là-dessus. Oui, on a un certain nombre d'outils de tracking qui nous permettent de faire enfin, toutes les analyses qu'on veut et analyser tous les Hmm. chemins des utilisateurs. Et donc ça fonctionne assez bien. Maintenant, c'est typiquement le genre de sujet où sur ce genre de dashboard, tu peux vite te perdre dans les détails et Ouais, derrière ne plus savoir quelle conclusion tirer. Donc c'est pour ça que je te dis, on essaie de trouver le bon ratio entre précision de l'analyse et pragmatisme opérationnel au jour le jour. Donc, je dis dans HubSpot, qui est notre CRM, le modèle d'attribution qu'on regarde uniquement, c'est le last touch. Mais après, dès ok. qu'on veut faire des analyses un peu plus approfondies, évidemment, on va regarder le first touch et tous les points intermédiaires. Ça, c'est super important. Et d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu disais, hein, sur le trafic qu'on appelle le trafic de marque. Effectivement, ça, petit conseil pour tout le monde sur toutes les campagnes SEO et SIA d'ailleurs, parce que beaucoup de gens, Mhm. pour diverses raisons, bident sur leur propre marque pour se protéger des attaques de concurrents Des sur la concurrents. marque. Ouais. Euh, c'est évidemment du trafic qui est à isoler, hein. Nous, dans notre cas, les gens qui tapent Figure et qui convertissent sur Figure, déjà, c'est évidemment si tu regardes sur une campagne SIA, Google Ads, la campagne Figure, c'est des leads qui nous coûtent 10 fois moins cher, 50 fois moins cher, je ne sais pas, que un lead qui aura tapé le logiciel de trésorerie. Mais parce qu'en fait, tu l'as déjà payé avant, ce lead-là. Tu l'as payé pour qu'il connaisse la marque Ouais. Figure à travers ta stratégie de contenu, j'en sais rien, tes vidéos, etc., etc. Donc ça, c'est typiquement pour ça que l'attribution, c'est bien, mais encore une fois, à regarder avec du recul et mettre un peu de subtilité. Tu as totalement raison. Ok, ouais, ouais, totalement. Ah, ça, du coup, ouais, bah, en fait, je sais pas que du coup, tu le faisais déjà, mais c'est vrai que ça paraît évident maintenant que tu le dis. Ce qui est du coup brand awareness. Bon, pour le coup, tu Mm. t'exclus tout ça. Et donc, juste, ça, c'est un petit détail, une petite question par curiosité. Est-ce que tu délègues certaines parties de ton acquisition? Et si oui, comment tu décides quelle partie déléguer ou non? Que ce soit, je sais pas, pour le SEO, SIA ou même pour d'autres choses. Pour le paid, par exemple. Comment tu gères ça? Ouais. Ouais, alors, je sais pas si déléguer est le bon mot, mais en tout cas, on travaille avec une agence sur la partie, toutes nos campagnes payantes. On Ok. les co-manage avec une agence. Pourquoi j'aime pas le terme de déléguer? Parce que je pense que si tu délègues, tu donnes la gestion complète du stream. Or, nous, je pense que tu as compris, hein, les canaux, quels qu'ils soient, en l'occurrence les canaux payants, font partie d'un mix d'acquisition plus global. Et donc l'agence Ouais, qui gère les canaux payants, c'est important que nous, on travaille avec elle parce que sinon, elle n'a pas la vision sur les bien autres sûr. canaux, typiquement sur le SEO. Donc nous, on va prendre des initiatives en SEO qui vont être, qui seraient, si on travaillait pas avec eux, incohérentes avec ce qu'on fait en SIA, en paid media, etc. Euh, et donc, oui, on travaille avec une agence qui gère du coup toutes nos campagnes Google Ads, Meta, LinkedIn Ads, Ok. etc., etc. C'est super important pour nous parce que c'est un métier à part entière. C'est un métier à part entière qui demande une expertise à part entière. Les régies Google, Facebook, etc., elles changent les règles du jeu très régulièrement. Si nous, on gérait ça en interne, on se ferait avoir trop régulièrement parce que bah, le seul compte qu'on gérerait serait le nôtre. Eux, ils gèrent des dizaines et des dizaines de comptes, donc ils sont hyper au fait, ils passent leur journée à benchmarker. Enfin bref, c'est des spécialistes. Et nous, on n'est pas des spécialistes de l'acquisition payante. Donc c'est ce mix-là en fait qui fait le bon fonctionnement entre de notre acquisition au sens large. Mais tu vois, je te donne un exemple. Il y a quelques mois, on s'est lancé sur le marché espagnol. Donc, premier réflexe, on s'est Ok. dit, bah, on va aller chercher les leads bas de funnel sur l'Espagne, l'équivalent de logiciel de trésorerie sur l'Espagne. Ok.
Et en fait, ça, tu demandes à l'agence de répliquer ça. Bah, tout ce qu'ils vont pouvoir faire, c'est logiciel de trésorerie, aller sur DeepL, le traduire, et essayer à tâtons de trouver les bons mots-clés, etc. Mais en fait, ils ont besoin d'un natif, de quelqu'un qui connaît enfin, qui connaît la langue, qui connaît le marché, pour itérer intelligemment avec eux, travailler sur le copywriting de tes landing pages, etc., etc. Donc ça, super important de ne pas juste déléguer, sous-traiter, mais vraiment de travailler main dans la main. Et pareil sur le SEO, hein, on travaille avec des rédacteurs typiquement pour nous Ok. aider à produire un maximum de contenu. On n'arrive pas à tout produire en interne. Euh, mais super important que ces rédacteurs-là, ils aient en tête des enjeux business. Se rappeler à tout moment que tu es un logiciel de trésorerie, tu parles en tant qu'éditeur de logiciel de trésorerie, sinon tu peux rapidement perdre ton positionnement. Ouais. Ok, ouais, c'est ça que c'est super intéressant. T'as raison du coup d'avoir détaillé sur le terme, on va dire délégué, parce qu'effectivement, pas mal de personnes, on va dire, quand ils pensent à un prestataire, surtout par exemple les agences, c'est ok, si je donne ça à faire, si je paye, c'est que j'ai rien à faire dessus, et que, on va dire, ok, ma Mm. charge mentale, c'est bon, j'ai plus la pression. Donc là, c'est comme si tu disais, ok, bon, je paye, et du coup, les ads, j'y pense même plus, alors qu'en fait, c'est l'inverse, c'est juste, dire, t'essayes, on va dire, d'exploiter l'expertise qu'ils ont, et du coup, tu bosses avec eux. Et juste, j'étais curieux de savoir sur la partie internationale, comment t'as géré ça de un, on va dire, comment t'as su à quel moment, on va dire, de partir à l'international et du coup, quel pays t'as fait et comment tu gères ça? Du coup, je sais pas si t'as que l'Espagne ou si du coup tu fais un peu les pays limitrophes. Ouais. Alors, pourquoi on a décidé d'y aller? Parce que on sentait qu'on avait, bah, alors j'allais dire trouvé notre product market fit en fonction de la définition qu'on en donne. Ok. Voilà, je pense qu'on a trouvé notre product market fit sur la France et que on identifiait une réplicabilité hyper évidente de notre produit sur les autres pays. C'est-à-dire que en fait, Figure n'étant pas un outil de compta, on n'est pas contraint d'aucune manière par des normes locales. Il n'y a pas des règles comptables qu'on Hmm, doit c'est vrai. intégrer dans l'outil. On est un pur outil de gestion financière, d'analyse financière. Donc, si tu veux, la méthodologie qu'on déploie, elle est vraie pour n'importe quel entrepreneur dans le monde. Les seules contraintes qu'on avait, c'était les contraintes d'intégration des données. La donnée de base qu'on doit récupérer dans un logiciel de trésorerie, c'est la donnée de la banque. Et pour ça, on travaille avec des partenaires. Et en fait, la chance qu'on a eue, c'est que nos partenaires sur la France se sont étendus en Europe. Ils ont commencé à Ok. couvrir l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, énormément de pays. Euh, et donc à ce moment-là, on a commencé à se poser la question de dire, bah, en fait, qu'est-ce que ça nous coûte d'aller sur ces pays-là? Évidemment, ça nous coûte quelque chose, mais qu'est-ce que ça nous coûte? On a fait l'étude et on a décidé que ça valait le coup de tenter notre chance. Tu avais des coûts de setup qui étaient bah, mettre en place dans le produit la structure qui te permet de traduire ton SaaS. En gros, le petit toggle Ok. avec le drapeau et traduire intelligemment. Ça a été quand même un assez gros travail pour le faire proprement. Idem sur tes campagnes marketing, donc à la fois sur tes actifs site internet, email de nurturing, enfin en gros tous les actifs marketing que tu as, mais aussi sur tes campagnes marketing. Et tes campagnes marketing, pour le coup, c'est pas uniquement de la traduction, mais c'est aussi beaucoup d'itération. Parce que les mots-clés qui marchent sur la France, ils vont pas forcément marcher sur l'Espagne ou sur l'Italie. Donc là, tu vas faire un premier test, te dire bah, instinctivement, logiciel de trésorerie, je vais le traduire et je vais voir si ça marche, mais potentiellement, je vais pas prendre le bon terme en fait. Et Ok. donc, je Ouais. vais en tester un deuxième, en gros jouer avec Google. Et c'est là que la combinaison de l'expertise de l'agence, mais aussi d'un natif qui est sur le terrain et qui va te dire en fait, software des Tesoreria, c'est le bon terme, mais tu devrais aussi essayer tel autre terme qui, à mon avis, fonctionnera bien parce que ça veut dire la même chose. Elle est hyper essentielle. Ok, ouais. C'est pas. Et d'ailleurs, question ultra spécifique, mais quand t'es en SEO du coup, comment tu gères ça? Tu traduis tes articles et tu mets genre une page mère en SEO que tu traduis et que tu peux afficher différemment, alors tu crées un autre article dans une autre langue. C'est un détail, mais je suis juste très curieux de savoir comment t'as géré ça. Euh, alors,
Je pense qu'il y a différentes manières de le gérer. En tout cas, nous, sur le SEO international, l'approche qu'on a, c'est pas de traduire l'existant, parce qu'encore une fois, ce qui fonctionne Ok, sur la France ne fonctionnera pas forcément sur l'Espagne, mais c'est de dire, on fait une étude sémantique from scratch, comme si on n'avait jamais fait de SEO ni en France ni nulle part ok. sur l'Espagne. Donc, on va regarder les mots-clés, les intentions, enfin les volumes de recherche, les keyword Mhm. difficulty, etc. Et une fois que tu as fait ça, tu vas faire ton plan de cocon, dire cocon sémantique numéro 1, page mère, page fille, etc. Yes. Euh, et ensuite, une fois seulement que tu as fait ça, là, tu vas aller voir si dans tes articles français, tu as des articles qui existent déjà et que tu peux traduire pour gagner du temps. Ne pas repasser par un rédacteur, mais uniquement passer par une rédaction français-espagnol et une optimisation SEO. Ok, super intéressant. C'est vrai que du coup, effectivement, du coup, tu pars du marché et des besoins. En fait, après, tu matches certaines ressources pour économiser, mais tu fais pas juste copier-coller, traduire, ce que je pense que beaucoup de gens font. Que bon, ce qui peut marcher, mais c'est vrai que du coup, tu t'adaptes, on va dire, pas tellement, on va dire, au marché. Ah, ouais, ça peut marcher, mais du coup, ce sera un pur coup de chance sur certains articles, certains cocons. Là où en fait, tu peux avoir une approche hyper carrée et ça coûte pas plus cher en fait. Si ce n'est que Ok, ouais. oui, il y a peut-être des articles. Ton étude va te dire que certains articles vont être pertinents sur l'Espagne et ces articles, ils n'existeront pas sur la France. Mais limite, c'est pas très grave parce que tu vas juste pas faire ces articles-là en premier. Et par contre, tous les articles qui existeront déjà, tu les traduis. Donc c'est un peu typiquement le genre de sujet sur lesquels il vaut mieux, je pense, reculer pour mieux sauter, Ouais. parce que tu vas gagner énormément de temps derrière. Yes, totalement. Et du coup, sur la partie growth, acquisition pure, si jamais, on va dire, on se revoit, on va dire, début 2025, du coup, en janvier, idéalement, qu'est-ce que du coup, tu auras fait, qu'est-ce que tu auras mis en place? Donc, que ce soit toi ou du coup, tes équipes et ta head of growth, par exemple. Ouais. Euh, Écoute, plusieurs choses. Je pense que on veut se relancer sur des campagnes outbound. Je t'ai dit on l'a déjà fait et je pense Ok, on veut le refaire, notamment pour aller chercher plutôt le haut de panier chez nous. Donc les boîtes, tu as compris, hein, plutôt de 50 à 200 personnes où on va s'adresser au CFO parce que je pense que ce que tu évoquais tout à l'heure, hein, c'est un canal d'acquisition qui va coûter un peu plus cher, sur lequel on va faire un peu moins de volume et donc sur lequel nous, on doit espérer derrière vendre un peu plus cher à des boîtes qui sont un peu plus importantes par rapport à la moyenne des boîtes qu'on accompagne. Donc ça, c'est le premier point. C'est en gros ok. réussir à mieux se positionner sur le mid-market. Il y a plein de moyens de le faire, mais je pense que l'un des moyens les plus directs, c'est effectivement des campagnes outbound Hmm. bien menées. Et ensuite, je pense que tu as compris également, on a un gros enjeu sur notre scale à l'international. On a atteint un certain niveau de maturité sur la France, là sur l'Espagne qui est le premier gros pays qu'on lance. On a d'autres pays, hein, on a lancé en Belgique et en Suisse, mais c'est des plus petits marchés. On adresse uniquement la partie francophone pour l'instant. En tout Ok. cas, sur l'Espagne, qui est le plus gros morceau pour l'instant sur l'international, on considère qu'on est encore dans cette phase de découverte du marché. D'ici 2025, on veut entrer dans une phase plus d'optimisation de notre mix marketing. C'est-à-dire, Ok. là, on va chercher nos premiers leads, nos premiers clients, et ça se passe très bien, on est super content. À partir de 2025, il faut qu'on ait une vraie machine d'acquisition avec un mix cohérent qui permet de recréer ce qu'on a su créer jusqu'à maintenant sur la France. Ok. Et t'as déjà un peu une idée ou pas du coup des prospections enfin, pas que tu comptes lancer, mais oui, la stratégie que t'aimerais bien adopter et l'angle que tu vas faire ou pas forcément? Sur la partie haute vente, tu veux dire? Ouais, sur la partie outbound, ouais. Ouais. Euh, je pense que j'ai pas une idée précise, mais à mon avis, pour que ça fonctionne, il faut l'attaquer par au moins par secteur. C'est-à-dire identifier, comme je disais tout à l'heure, des secteurs sur lesquels tu penses que ta proposition de valeur elle est particulièrement tranchante. Euh, Essayer de comprendre toi-même pourquoi ta proposition de valeur elle est tranchante et derrière avoir un copywriting hyper adapté sur ces cibles-là. Parce que sinon, c'est vraiment, tu tapes dans la fourmilière et tu vois ce qui tombe et comme tu le disais tout à l'heure, c'est vraiment pas la bonne méthode. Surtout que enfin, finalement, quand tu regardes des boîtes de 50 à 200 personnes, en France, tu en as pas non plus, des millions, hein. Tu en as, Ouais. quelques dizaines de milliers, donc tu as plutôt intérêt à avoir une approche qui est plutôt propre dès le début. Ouais, c'est vrai, carrément. C'est vrai que j'avais ça en tête, approche par secteur. Bon, du coup, c'est vrai que, comme tu l'as dit également, insister sur, on va dire, les pain points
de ta cible, pas forcément sur tes features. C'est vrai que beaucoup de gens, on va dire, cherchent à vendre ou à convaincre direct en cold email, alors que l'idée, c'est juste d'intéresser la personne. Surtout si c'est un Ouais, R1. Donc ouais, à chaque fois, même si parfois la différence est fine, si tu fais des prospections, c'est se concentrer sur les pain points, les problématiques de la personne, et pas sur les features. Même si c'est pareil, c'est pas une feature ce qui va attirer, c'est plutôt, on va dire, un pain point. Donc ouais, pour ça, carrément. Ouais, c'est vrai que ouais, peut-être également peut-être aussi peut-être Reco, mais c'est vrai que dans ton cas, je pense que tout ce qui est intent data, donc du coup c'est signaux d'achat, on va dire en général, c'est vrai que c'est très très élaboré dans cold email. Pour certains secteurs, on va dire que c'est pas pertinent. Pour toi, je pense que c'est vrai qu'il y a certaines choses quand même qui pourraient être intéressantes, tu vois, comme je t'avais dit, tout ce qui est recrutement dans la finance, si jamais c'est le premier poste dans la finance, ou alors quand tu prends, je sais pas, un DAF, etc., des trucs comme ça. Je pense qu'en vrai, tu peux faire des trucs très très sympas comme ça, ouais. ouais, complètement. Je suis d'accord. Faut se creuser un petit peu. Typiquement, bah, je pense que il faudrait contacter les CFO directement parce qu'en fait, sur des boîtes de plus de 50 personnes, ça va être eux qui vont être décideurs. Ils vont être les Oui, ouais. utilisateurs principaux et a priori, en tant que CFO, ils ont le pouvoir de valider l'achat d'un SaaS au prix qu'on coûte. Euh, donc, contacter directement des CFO, mais tu vois, typiquement, je rebondis sur ce que tu disais, des CFO qui sont en poste depuis X temps, depuis peu de Ouais, voilà. temps, ils viennent de prendre leur poste. Alors, faut pas qu'ils viennent juste d'arriver parce que sinon ils vont te dire ouais, c'est trop tôt, je suis pas encore, mais qui sont là depuis plus de 2 mois et moins de 4 mois peut-être, j'en sais rien. C'est à mon avis un bon signal. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est vrai en plus d'un point sur la prospection, tu l'as dit, mais en fait, là, tu vas cibler, même si ta cible, c'est pas forcément les entreprises de uniquement plus de 50 employés, tu peux viser plus bas, on va dire, si c'est le CEO, mais du coup, tu vas prospecter que sur on va dire, sur tes meilleurs prospects, et c'est qu'en vrai, ça, c'est, je trouve, le bon réflexe à avoir, parce que le truc un peu magique que t'as pas en SEO ou en SIA, c'est que tu peux vraiment choisir ta cible. Si Mm. jamais, on va dire, t'as, on va dire, 3 clients différents, si tu fais de l'outbound, comme typiquement ton marché est presque infini, à condition, tu vois, d'envoyer assez de messages, etc., par jour, faut se poser la question de c'est pas genre quels sont mes clients, mais c'est on va dire quel est mon meilleur client. Donc, en vrai, c'est que t'as raison de te Ouais. concentrer sur uniquement les CFO, les plus de 50 employés. C'est pas eux qui sont tous tes clients. Mais en vrai, si c'est eux qui te rapportent le plus, ou peut-être qui est sur long terme avec lesquels tu peux le plus grossir, autant on va dire targeter que eux en l'occurrence, ouais. Ouais, 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 complètement. C'est ça. Et du coup, pour être un peu plus dans l'opérationnel, semaine prochaine, pour faire le lien avec la première question, semaine prochaine, idéalement, qu'est-ce que tu mets en place qui pourrait être game changer du coup pour ta boîte? Euh, Je sais pas si à chaque fois t'as une petite to-do déjà qui est déjà prête pour la semaine prochaine ou pas, ouais, mais. ouais, ouais. Alors ouais, elle est beaucoup trop remplie déjà. C'est pour ça que j'ai du mal à choisir. Non, écoute, on est en train. C'est un sujet très très opérationnel, hein, mais je Vas-y, réponds à ta vas-y. question. On est en train de bosser sur un système qui nous permet euh, depuis HubSpot, notre CRM, de renvoyer de l'information sur la qualification de nos prospects. C'est-à-dire que, en gros, en fonction de comment le prospect avance dans notre funnel, ça, c'est des choses qui sont faites automatiquement. Donc, tu vois, dès que le prospect va s'inscrire sur Figure, synchroniser sa banque sur Figure, etc., devenir client, tout ça, c'est des informations qu'on remonte de l'application Figure dans HubSpot et de Ok, HubSpot dans les régies payantes. Ben, on veut ajouter une couche supplémentaire qui est un scoring des leads qui est fait par nos customer success quand ils parlent aux prospects. C'est-à-dire ok, plutôt en début de pipe pour enrichir au-delà des informations d'onboarding produit, être capable de dire bah, le customer success a noté ce lead à tel niveau de qualification et du coup c'est une information supplémentaire comme un événement de conversion qu'on veut renvoyer aux régies. Ce qu'on appelle des conversions, le setup des conversions offline de HubSpot vers Meta et Google. Et si on arrive à implémenter ça avec Julie, on sera très content. ok, ça va. Du coup, juste, c'est vrai que c'est un scoring manuel. C'est vrai qu'en général, il y a beaucoup d'outils de scoring maintenant de IA en mode automatiquement on score et que quand ton lead est qualifié dans ton CRM. Là, ça part quand même d'un truc manuel qui sont du coup le customer success. Ouais, on a, j'allais dire la chance, j'en sais rien, en tout cas la particularité, nos prospects ont la chance en tout cas que on les rappelle systématiquement. C'est-à-dire que toute personne qui s'inscrit sur Figure sera Ok, rappelée par un Customer top. Success qui va lui proposer de l'aide dans son onboarding. Et donc nous, on veut
tirer un maximum de bénéfices de ça. Enfin, on le fait déjà, hein, on fait remonter, c'est ça qui nous permet de remonter un maximum de feedback produit, de pistes d'amélioration, etc. On veut maintenant tirer un bénéfice de ça d'un point de vue marketing, c'est-à-dire pouvoir se fier à l'appréciation de notre customer success qui, je pense, puisqu'il aura parlé au prospect, aura une appréciation sur ce cas d'usage spécifique-là meilleur qu'une IA en termes de scoring. Ok, ouais, carrément. Ok, je vois. Super intéressant. Mais écoute, en tout cas, déjà, merci beaucoup pour ton temps. C'est vrai que là, ça fait, je pense, déjà presque une heure, on a abordé beaucoup de sujets. Je pense que c'était l'épisode, on va dire, le plus technique que j'ai fait. En vrai, c'était volontairement, je pense qu'il y avait beaucoup de choses ultra intéressantes à faire. Surtout que du coup, t'avais déjà, on va dire, t'étais quand même très avancé sur la partie growth, héroïste, comment j'organise tout ça. C'est du coup des premiers tours que j'ai eu du podcast. Comme j'avais dit, l'objectif, c'est comme on parle actuellement de ce que tu es en train de construire, on n'est pas là pour faire, on va dire, de l'inspirationnel ou alors pour parler Mm. des tips pour gérer ta compta. Enfin, c'est pas du tout l'objectif, on va dire, du podcast. Donc, je pense que forcément, il y a peut-être pas tellement de personnes qui vont aller jusqu'à la fin sur ce nombre de précisions, mais des retours que j'ai eu, c'est vrai que les personnes, enfin, moi, c'est personnellement les podcasts que je préférais où les personnes dire aborder des sujets ultra précis parce que moi, je me rendais compte de ça. Donc, pour le coup, merci beaucoup parce que tu as été ultra transparent durant cet épisode. Qu'est-ce qu'on du coup on peut te souhaiter et si jamais du coup les auditeurs veulent aller voir un petit peu ce que tu fais, comment on regarde ça, par où on passe? Eh ben écoute, qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter? Une levée de fonds réussie, une expansion en Espagne réussie et des futurs lancements d'autres pays réussis également. Tout ça devrait, si tout se passe bien, s'enchaîner assez rapidement sur les mois à venir en 2025. Donc on a un programme chargé. Et pour nous retrouver, bah, évidemment le site internet hein, pour ceux qui sont intéressés d'en savoir plus sur Figure. Donc c'est figure.io, fygr.io. Et sur LinkedIn, on commence à être un petit peu actif, à publier plus de contenu. Donc, n'hésitez pas. YouTube également, on commence à publier, à créer du contenu vidéo. Donc, on espère que ça vous plaira. Ok, parfait. De toute façon, je mettrai tout, du coup, tous les liens en description. Et du coup, bah, comme tu l'as dit, YouTube également, n'hésitez pas à vous abonner surtout à ce podcast. J'ai vu que dans les podcasts, il y avait genre 40% des personnes qui étaient abonnées. Le reste, on va dire qu'ils n'étaient pas abonnés. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, surtout à me faire des commentaires pour me faire vos retours. Comme je vous l'ai dit, c'est encore, on va dire, le début de ce podcast. Là, on est au 5e épisode. L'ADA est pas encore à fond construite. De ce que j'ai vu, ce type on va dire de podcast vous plaît beaucoup parce qu'il y en a pas tellement on va dire sur l'échelle française qui parlent à ce niveau-là on va dire de précision sur des personnes qui sont actuellement en train de construire et pas qui ont un regard extérieur sur ce qu'ils ont fait sur les 5-10 dernières années. Mais faites-moi des retours s'il vous plaît on va dire sur les questions que vous avez jugées moins pertinentes, plus pertinentes, comme ça j'ajouterai tout ça. Pareil si vous avez du coup des CEO que vous aimeriez bien voir d'aguiler, parce qu'il y a des fortes chances que du coup ça les motive à le faire. J'ai une très belle liste je pense qui m'attend durant les prochains mois d'invités. En tout cas je te dis merci beaucoup François pour ton temps. Et du coup, bah, écoute, Merci on à en toi, reparle du coup Valentin. peut-être en janvier. Ça marche. Avec plaisir, Ciao, ouais, ciao. ça marche.